Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR, chaîne sur laquelle on pense le jeu de rôle pour vivre ou faire vivre des expériences personnelles et viscérales. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, tout d'abord bienvenue, et que vous me découvrez via cette vidéo, ce qui est probablement une bonne chose, vous allez le constater, vous vous demandez certainement ce qu'est cette devise, le personnel et viscéral. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire exactement ? Je pense que si vous demandez à mes habitués, aux habitués de la chaîne, que je salue d'ailleurs et que je remercie pour leur fidélité, ils vous diront que le personnel et viscéral leur évoque des parties intenses et rythmées, du roleplay émotionnel, de l'émotion en général d'ailleurs, de l'action cinématique, frénétique, rythmée donc elle aussi, une attention aux logiques et aux fluctuations narratives, comme par exemple les pulsations narratives ou les story beats comme on dirait en anglais, et le fait que la mise en scène est très puissante et importante pour générer de l'immersion. Immersion qui est un facteur essentiel de la devise personnelle et viscérale. Si l'on considère que votre partie de jeu de rôle est un avion, alors les éléments que je viens de nommer en constituent le fuselage. La partie de jeu de rôle, c'est l'objectif du personnel et viscéral, doit être ressentie comme un film, ou comme l'histoire d'un film, ou celle d'un livre, c'est-à-dire qu'elle doit être fluide, rythmée, immersive et thématiquement forte. Le problème, c'est que de nombreux maîtres du jeu de l'école narrative, qui s'en réclament ou qui en font de facto partie de par le style de jeu qu'ils aiment, se concentrent exclusivement sur le fuselage, en omettant une composante essentielle des parties de jeu de rôle personnelles et viscérales, et même des parties de jeu de rôle de manière générale, c'est le moteur ou le réacteur des parties, c'est-à-dire le jeu. C'est une partie bien souvent manquante chez les MJ narratifs. Sans le jeu, votre partie n'est qu'une coquille vide. Et une coquille vide ne peut pas vous permettre de ressentir la partie intensément. Par conséquent, vous ne pouvez pas faire du personnel et viscéral sans avoir ce moteur, sans proposer du jeu à vos joueurs. Si je reprends l'allégorie de l'avion, ainsi nommée de manière très prétentieuse, j'en conviens, un avion qui est à terre peut être beau objectivement grâce à son fuselage aérodynamique, mais il ne sera vraiment utile ou ne vous émerveillera que s'il remplit la fonction pour laquelle il a été construit, à savoir s'il s'envole. Il n'y a que comme ça que vous pourrez regarder vers le ciel en vous disant « mais c'est quand même incroyable qu'un tel bijou de technologie puisse voler ». C'est la même chose pour votre partie. L'avion a besoin d'un moteur pour s'envoler, d'un réacteur, votre partie aussi. Votre partie a besoin de jeu et vos joueurs aussi. Non, amener vos personnages joueurs de scène roleplay en scène roleplay ne suffit pas, même si vous lancez à chaque fois une musique émotionnelle pour qu'ils ressentent. Ça n'est pas suffisant et ça peut même être agaçant si ces scènes résonnent finalement comme une volonté grossière du MJ de faire de l'émotionnel. Les ficelles peuvent vite être très grosses. Non, une mise en scène préparée, même de manière efficace, n'est pas pertinente si elle apparaît comme un jalon inévitable, quelles que soient les actions des personnages joueurs. De même, vos invitations à l'introspection ne sont rien si elles ne font pas écho au choix des personnages joueurs, et plus précisément d'ailleurs des joueurs eux-mêmes, on verra, et leurs décisions. Tous ces artifices sont vides si les joueurs ne résolvent pas des problèmes, s'ils ne font pas face à des défis, s'ils n'ont pas de choix impactants à faire dont les résultantes se ressentent réellement sur le monde qui les entoure. J'ai ma part de responsabilité chez mes auditeurs réguliers, j'en conviens. Pourquoi ? Eh bien parce que la partie jeu est tellement évidente pour moi que j'en parle assez peu sur ma chaîne. J'accorde beaucoup d'importance à ce qui différencie à mon avis mon style de jeu, dont je ne suis pas l'unique détenteur, j'en conviens. Quand je le compare notamment à des styles de jeu plus classiques, le jeu me paraît le point de départ, la composante essentielle. Et par conséquent, je passe beaucoup de temps à vous parler du fuselage, des outils qui vont permettre de construire le fuselage narratif de votre avion, de votre partie. Et donc, je conçois qu'on puisse, si on s'inspire de ce que je dis, j'imagine que certains d'entre vous le font, je conçois que l'on puisse omettre cette part essentielle qu'est le moteur du jeu de rôle, bien évidemment, le jeu dans vos parties. Et puis, ceux d'entre vous qui écoutent mes actuels plays vont forcément voir uniquement la partie visible de ces actuels plays, dont l'objectif est de ressentir l'histoire comme celle d'un film ou d'un livre. Par conséquent, vous ne verrez pas, si je réussis, en tout cas si mes joueurs réussissent, vous ne verrez pas le moteur, vous ne verrez pas ces grossières mécaniques, ces rouages, parce que il est dissimulé derrière un lissage narratif, derrière le fuselage. Donc l'objectif, en réalité, est atteint pour vous, auditeurs, mais mes joueurs, eux,
je l'espère en tout cas, ils ressentent le personnel et viscéral parce qu'ils bénéficient de cette propulsion du moteur qu'est le jeu. Ils jouent ce qui n'est pas forcément immédiatement visible pour de simples auditeurs. Je prends donc ma part de responsabilité et c'est pour cette raison que je réalise cette vidéo aujourd'hui pour essayer de vous amener peut-être quelques pistes pour construire le moteur essentiel pour donner du jeu. Et pour cela, je vais m'appuyer sur une philosophie ancestrale, ancienne, celle des joueurs, ou plutôt des maîtres du jeu, du style OSR, Old School Revival. Donc plutôt Old School, donc OS, mais Revival parce que c'est un style qui revient à la mode avec des jeux comme Shadow Dark par exemple. J'écoute beaucoup de vieux routards du jeu de rôle en ce moment sur YouTube. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils disent et je me trouve surtout des points communs que j'ignorais. On pourrait opposer finalement le style narratif au style OSR qui se concentre beaucoup sur l'inventaire, sur les donjons, mais en réalité, si on écoute la philosophie de jeu, on y retrouve énormément de points communs. Et c'est mon cas. J'ai proposé récemment sur mon Discord une V2 de mon système minimaliste Décimation, un système qui tient sur 3 pages, avec lequel je m'autorise toutes mes parties de jeu de rôle. Vous pourrez le trouver, je l'ai dit, sur le Discord, n'hésitez pas. Et donc pour proposer cette V2, j'ai relu la première page qui résume ma philosophie de jeu. Et vraiment, j'ai fait des parallèles très importants avec ce que j'entends de ces vieux routards sur le jeu Old School. C'est pour ça que je voudrais vous montrer comment on peut s'inspirer de la philosophie de jeu Old School pour construire ce moteur qui propulsera vos parties personnelles et viscérales en construisant ce moteur et en le plaçant dans un fuselage narratif. D'abord, il faut comprendre ce qu'est cette philosophie de l'OSR, et non pas OCR comme je dis parfois quand ma langue fourche. Ça pourrait m'arriver sur cette vidéo. Cette philosophie repose sur 3 piliers essentiels. Alors, c'est pas un état rigide, ce sont 3 piliers que j'ai identifiés dans mes écoutes. Les choix, les décisions et l'attention. La partie choix, ce sont les options qui sont proposées aux joueurs dans un monde qui vit sans eux, qui se moque complètement d'ailleurs de leur existence. L'OSR, c'est ça, on construit avant tout des mondes qui vont être vivants et qui vont évoluer même si les personnages joueurs ne font rien. D'ailleurs, des jeux modernes et très narratifs, ou narrativistes comme les PBTA, pour le coup ont compris cet aspect, avec notamment cette notion d'horloge, pour que le jeu agisse lorsque les PJ ne font rien. Ça, c'est un facteur essentiel, parce que les joueurs vont avoir des options si elles sont clairement présentées. Beaucoup de maîtres du jeu narratifs font usage d'un flou artistique, si bien que les joueurs passent plus de temps à chercher quelles sont leurs options de jeu, plutôt qu'à choisir parmi des options de jeu qui sont mises en évidence. L'OSR a très bien compris ça, alors ça ne veut pas dire qu'ils font une liste de toutes les options de jeu de manière non narrative, mais elles sont intégrées dans l'univers. Souvent, l'OSR fait usage des rumeurs. Alors ce n'est pas le seul moyen de générer des options, mais c'est pour vous illustrer que c'est quelque chose qui est vraiment pris en compte par ce style de jeu. Des rumeurs dans une ville ou dans une région, ce sont des points d'intérêt en réalité auxquels les joueurs vont pouvoir s'intéresser. C'est le principe même du bac à sable, que je critique régulièrement. C'est vrai parce que, au-delà de proposer du jeu, je trouve que le bac à sable ou ces options-là sont souvent assez impersonnelles. Je préfère lorsque le personnage a lui aussi un intérêt personnel à s'intéresser à ces différentes options. C'est ce qui rend les choix encore plus cornéliens. Donc c'est un ajout. En revanche, sur le fond, c'est très utile parce que ça va proposer des choix, des alternatives. Cela donne de la matière aux joueurs pour jouer, pour choisir ce qu'ils vont faire. Sans option claire, visible, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas jouer. Cessez les pudeurs de gazelle, vous, MJ narratif, en mettant du flou artistique. On dirait que la difficulté, c'est de trouver les options pour les joueurs. Ça ne devrait jamais être difficile de trouver des options. C'est choisir entre les options qui constituent le cœur du jeu. Et ça, encore une fois, l'OSR l'a très bien compris. C'est une succession, finalement, d'alternatives possibles dans un jeu ouvert, dans un monde qui, en revanche, est toujours en mouvement. Les situations ne sont pas séquencées, ce sont des options. Les séquences qui se suivent vont émerger des choix des joueurs. Donc les joueurs ne sont pas menés de scène en scène, les scènes émergent des suites des choix des joueurs grâce à ce panel d'options qui leur est présenté de manière claire. C'est ce qui leur permet d'ailleurs de construire leurs propres objectifs. On dit souvent « joueurs, constituez vos propres objectifs ». Mais comment faire ça s'il n'y a pas de matière, s'il n'y a pas d'options avec lesquelles on peut jouer? Vos options, ce sont les briques que vos joueurs vont utiliser pour construire la pyramide de leurs objectifs.
Ensuite, il y a le pilier des décisions. Ce n'est pas tout à fait la même chose que les choix. Les choix, c'est ce que vous allez proposer aux joueurs, c'est ce à quoi ils vont faire face. Les décisions, c'est ce qu'ils décident in fine, et ça a deux composantes. Tout d'abord, lorsqu'ils décident, il doit y avoir un impact tangible sur le monde. Beaucoup de maîtres du jeu narratif peuvent parfois présenter des choix qui sont en réalité des choix factices et qui vont ramener les joueurs vers ce qu'ils ont prévu par la suite. Et ça se ressent, les ficelles sont grosses. Non. Le maître du jeu devrait surfer sur les décisions des joueurs, rebondir dessus, le monde devrait être modifié en conséquence. Comme les maîtres du jeu d'OSR préparent assez peu, en dehors du monde, ils peuvent préparer beaucoup les donjons, mais ils ne préparent pas de séquence, ils n'anticipent pas vraiment ce qui va se passer, ce qui peut pour autant être utile, mais passons pour l'instant, eh bien, ils se doivent de rebondir sur les actions des joueurs puisqu'ils n'ont rien préparé, ils n'ont pas de plan sur ce qui pourrait se passer par la suite. Ça les force à improviser directement sur les actions des joueurs, sur leurs décisions. Et c'est très important pour un joueur de constater que sa décision a eu un impact tangible. C'est comme ça que l'histoire prend forme. C'est ce qui plaît aux joueurs, c'est ce qui crée le jeu, c'est ce qui crée même la valeur du jeu. C'est un jeu qui mène à de vraies conséquences tangibles. Maître du jeu narratif, construisez la narration autour de ce qu'ont proposé les joueurs. Ne les ramenez pas obligatoirement dans la trajectoire que vous avez prévue, c'est fondamental. L'autre pan du pilier de décision dans l'OSR, c'est le fait que ces décisions découlent de l'intelligence des joueurs, de leur propre créativité. Ça rejoint une vidéo que j'ai faite tout récemment. Il me semble d'ailleurs que c'est la pénultième vidéo par rapport à celle-ci, je ne crois pas me tromper. C'est vraiment leur créativité, leurs décisions, leur stratégie, leurs idées par rapport à une situation qui va leur permettre de proposer des résolutions ou des actions pour résoudre des problématiques, des situations. À la différence d'un style de jeu où on ramène les joueurs d'abord à leur fiche de personnage pour qu'ils trouvent une solution dans leur fiche de personnage qu'on va ensuite transposer dans la narration. Beaucoup de jeux modernes, qui se réclament d'ailleurs narratifs, commencent par les règles, font appel aux règles, invitent les joueurs à regarder leur fiche de personnage pour y trouver des solutions narratives qui vont faire émerger l'histoire derrière. L'OSR, pourtant plus ancien, prend le principe inverse. C'est exactement ce que je fais dans mon système Décimation. La narration, les idées, l'intelligence des joueurs vient avant le personnage. Ils ont des idées, ils veulent les mettre en place, ils les annoncent, ensuite seulement on se tourne potentiellement vers les aptitudes du personnage pour voir comment on va résoudre l'idée du joueur. Va-t-on demander un jet de dés ou pas? Ça, on va y venir un petit peu plus tard. C'est aussi un des principes d'OSR à maîtriser, vous allez comprendre. Parce qu'en réalité, qui joue? Ce ne sont pas les personnages, ce sont les joueurs. Donc il faut qu'ils jouent, qu'ils pensent. Et c'est un jeu qui se passe essentiellement dans la tête, le jeu de rôle. Donc il va passer par l'intelligence des joueurs. Il faut valoriser leur créativité, les mettre face à des situations qu'ils vont pouvoir résoudre par leurs interactions entre eux et par leur intelligence. C'est un concept très important de l'OSR. Enfin, troisième pilier, la tension. L'OSR a très bien compris le principe de tension dans le jeu. Et bien souvent, c'est une tension qui fait appel au temps qui passe. Encore une fois, le principe des horloges dans le PBTA rejoint cette idée-là, ils le font assez bien, il faut bien l'admettre ici. Et donc, l'un de mes joueurs d'ailleurs me fait souvent sourire quand il me dit que dans mes campagnes, la ressource la plus importante et la plus terrible, c'est le temps. L'OSR fait vraiment ressentir le temps qui passe comme un danger potentiel. D'ailleurs, il y a souvent des procédures pour aider le maître du jeu, j'y reviendrai, ça fait partie des différences que j'ai avec l'OSR tout de même, car il y en a. Le temps passe, et chaque action, chaque idée, chaque décision que prennent les joueurs va prendre du temps. Le temps qui passe, c'est du temps pour les autres factions, pour les factions qui existent dans l'univers, pour l'univers tout simplement, le monde autour d'eux, de réagir ou d'intervenir de manière hasardeuse. C'est ce qui va faire que le monde répond, que les joueurs ne sont pas les seuls à prendre des décisions. Et des choix, des décisions n'ont aucune importance s'il n'y a pas une tension qui force à ces décisions, s'il n'y a pas un coût quelque part. Lorsque vous faites une action dans l'OSR, il y a toujours un coût associé. Vous allez prendre du temps discrètement pour crocheter la serrure ou vous allez défoncer la porte? Défoncer la porte est beaucoup plus rapide, mais ça fera du bruit. Crocheter la serrure, c'est plus lent, plus de chances, plus de risques que quelque chose se passe, surtout si ce qu'il y a derrière la porte est en train de se passer et que vous ne voulez pas que ça se passe. Vous voyez, il y a des enjeux, il y a de la tension. Alors l'OSR donne beaucoup d'outils au maître du jeu pour générer cette tension, en permettant au maître du jeu de se reposer entièrement sur des procédures, des tables aléatoires,
le fait que tous les 2 tours de jeu, c'est des tours de 10 minutes chacun. Je sais que c'est ça dans Basic Extreme Dungeons and Dragons. En tout cas, je l'ai entendu. On jette sur une table aléatoire des monstres errants. Je ne suis pas un partisan réellement de ce côté procédurier aléatoire de l'arrivée de la tension, mais force est de constater que c'est un outil très intéressant de s'en remettre à ce type de procédure pour le maître du jeu parce que c'est intrinsèque au jeu. Le temps qui passe engendre des risques. Et pour des maîtres du jeu qui n'ont pas encore cet instinct d'amener le danger, la tension à travers le temps qui passe, eh bien ce genre de procédure peut être utile et j'avoue avoir un peu changé mon fusil d'épaule à cet égard. Je suis un peu moins rédhibitoire quant à ces tables aléatoires et à ces procédures. J'en comprends maintenant l'intérêt comme outil pour le MJ pour générer ce pilier essentiel du jeu, du moteur des parties qu'est la tension. Donc ça, ce sont les 3 piliers de l'OSR. Et ces piliers-là, ensuite, sont soutenus, mais dans un second temps, par les règles. Les règles dans l'OSR doivent être simples et les jets de dés doivent être impactants, mais pas systématiques. Alors on va dire, oui, ce n'est pas que l'OSR, on entend souvent que les jets de dés doivent être peu fréquents ou alors n'interviennent que lorsqu'il y a un doute sur la résolution d'une action. Oui, on l'entend souvent, mais chez les MJ narratifs, chez ceux qui construisent exclusivement le fuselage narratif de l'avion, souvent, les jets de dés en réalité ne sont pas très impactants et ils sont même fréquents. Comme ils n'arrivent pas à créer du jeu de par les situations, de par les choix, les options proposées, de par l'impact que les décisions des joueurs ont, ils vont artificiellement faire jeter les dés régulièrement. Mais sur 10 jets de dés, il y en a peut-être 1 ou 2 qui ont un réel impact. Et donc ce sont des jets de dés remplissage qui ne constituent pas du tout du jeu. C'est une sorte de coquille vide dans la coquille vide. L'OSR comprend que si la résultante d'un choix d'une action est d'office un succès, alors on ne jette pas les dés, c'est un succès. On avance dans l'histoire, même chose pour un échec. Si par exemple dans une négociation, le joueur fait le roleplay de sa négociation et se met à critiquer un PNJ dont il ignore que ce PNJ est le fils de celui avec qui il négocie, eh bien, son interlocuteur va être furieux parce qu'il critique son fils, il ne le savait pas. Il n'y a pas forcément de jet à faire, il sera furieux, pointe à la ligne, avançons sur l'histoire et réfléchissons après. Si, en l'occurrence, le jet de dés s'avère nécessaire parce qu'on est incertain dans la situation, on fait jeter les dés et il faut absolument que le jet de dés ait un impact tangible, quitte à ce que ça mette un coup de pied dans la fourmilière. Vous réfléchirez après aux conséquences, tant pis si ça détruit complètement ce que vous aviez prévu. Alors ça, c'est quelque chose que j'entends énormément chez les MJ narratifs, dont je me réclame pourtant, je tiens à le dire. Ah, je n'avais pas prévu ça comme ça. Ah, c'est vrai que ça change les choses par rapport à ce que j'avais prévu. Vous ne devriez presque pas avoir prévu ce qui se passe. Vous devriez avoir prévu des situations dont vous ignorez complètement la résolution, même si vous pouvez parfois anticiper certaines possibilités. Un conseil que je peux vous donner pour imiter cette philosophie OSR avec des options, c'est dans votre préparation de situation, et j'insiste, préparation de situation plutôt que de séquence de scène, c'est de vous mettre à la place des joueurs, de vous imaginer à leur place et de vous poser la question « Quelles seraient mes options? Qu'est-ce que je pourrais faire? Quelles sont mes alternatives ?» Si vous en trouvez une ou deux, les chances, à mon avis, sont faibles pour qu'il y ait vraiment beaucoup d'options, parce que vous avez l'avantage de connaître votre univers, donc si vous n'en trouvez que un ou deux avec toutes les armes que vous avez en tant que MJ qui préparez, à mon avis, les joueurs ne verront pas grand-chose, ils auront peu de matière. Posez-vous la question, est-ce qu'en réalité ce n'est pas vraiment un couloir ce que j'ai fait? Si en revanche, en vous mettant à leur place, vous constatez qu'il y a plein d'options, 3, 4, 5, dites-vous qu'ils en trouveront potentiellement encore plus que 5. Et là, vous êtes sur quelque chose d'intéressant. Et n'essayez pas de vous dire, mon Dieu, il y en a trop, comment est-ce que je vais faire pour refermer tout ça et garder le contrôle? Que nenni, pas de contrôle, c'est très bien, il y a beaucoup d'options, ils auront donc des choix à faire, des décisions qui pourront avoir de l'impact, et vous serez capable d'injecter de la tension pour relever un peu tout ça, pour épicer un peu tout ça. Alors, voilà ce que je vous conseille dans la philosophie de l'OSR. Pourquoi vous devriez inclure tout ça dans vos parties pour construire ce moteur? Maintenant, et je vais terminer là-dessus de manière un petit peu plus courte, je ne suis pas d'accord avec toute la philosophie de l'OSR. Comme je l'ai dit, je suis moins procédurier. Contrairement aux tenants de l'OSR, je pense que la logique narrative devrait rester l'une des variables dans l'arbitrage du maître du jeu.
arbitrage qui, j'allais oublier, est aussi un facteur de la philosophie de l'OSR, et c'est le cas aussi dans les parties personnelles et viscérales. La règle venant après, on arbitre et on peut même modifier, moduler une règle en fonction d'une situation donnée. C'est très situationnel, pour que la règle s'adapte parfaitement au contexte narratif de l'instant T. Ça, l'OSR le dit aussi, et je vous conseille de mettre ça en place. Pour autant, encore une fois, dans les décisions du MJ, dans une logique narrative, on s'en remet plus à la pertinence, pour le coup à l'intelligence aussi du MJ, pour qu'il puisse injecter des choses qui sont narrativement intéressantes, du moment que cela reste cohérent, du moment que cela prend en compte les actions, les décisions des joueurs. C'est fondamental. Et c'est là où cela nécessite d'avoir un peu une capacité de jonglage qui s'acquiert avec l'expérience, ou en se limitant au début et en s'en remettant à des procédures un petit peu plus figées, comme celle de l'OSR, finalement que je ne vais plus écarter purement et simplement. Je pense que ça peut aider certains d'entre vous. Donc ça, c'est une première différence quand même. Le taux de mortalité des personnages dans l'OSR est aussi beaucoup plus élevé, parce que l'OSR considère que le monde se moque complètement de la qualité de personnages principaux des joueurs. Pour l'OSR, les personnages joueurs ne sont pas les personnages principaux de l'histoire, puisqu'il n'y a pas réellement d'histoire. L'histoire émerge uniquement de ce qui se passe. Je suis partiellement en accord avec ça. En revanche, je pense que les personnages joueurs sont les personnages principaux. Sauf que les tenants de l'OSR pensent que si on considère qu'ils sont des personnages principaux, alors on va les préserver. Alors ils seront forcément héroïques, ils vont briller, ce seront des chevaliers en armure rutilante. Pas forcément. C'est là où je diffère. Je pense qu'on peut être le personnage ou faire partie des personnages principaux d'une histoire de jeu de rôle sans pour autant être invincible, sans pour autant être un chevalier à l'armure rutilante qui ne craint aucun danger. C'est simplement une histoire de projecteur et que l'histoire, elle est vécue par les yeux des personnages principaux que l'on suit. Et je pense que leur nature de personnage principal doit rester une variable dans les choix narratifs, dans l'attention qu'on veut injecter. Les choses doivent se centrer sur eux, d'où la dynamique du personnel qui est assez absente dans l'OSR, puisque le personnel implique quand même que les personnages sont le centre de l'attention. Donc, je ne suis pas en train de renier tous les éléments dont je vous ai parlé sur la chaîne au regard des aspects narratifs et du fuselage narratif. Rappelez-vous bien de ça. Et donc la mortalité importante des personnages joueurs, pour moi, dessert le personnel et viscéral. Dans l'OSR, les personnages meurent tellement souvent que la mort devient presque triviale. Et là où c'est censé rester un élément de tension, comme le dit l'OSR, eh bien je trouve que la tension baisse quand la mort est trop fréquente et trop triviale en réalité. Je pense qu'il y a d'autres moyens de pénaliser des personnages joueurs ou des joueurs pour des échecs. Au GD notamment, la mort d'alliés, la perte de ressources, l'histoire, le monde qui est impacté d'une façon qui ne sert pas à leurs objectifs. Ça serait une vidéo à part entière, je pense en avoir déjà parlé d'ailleurs sur la chaîne. Mais vous voyez, la mort du personnage joueur n'est pas le seul élément de tension, contrairement à ce que peut dire l'OSR. Donc c'est l'une des différences aussi que je voulais quand même noter. Je pense que je vais m'arrêter là. La conclusion de tout ça, c'est que si vous voulez vous diriger vers un style de jeu personnel et viscéral, en tout cas c'est le nom que moi je lui donne, il faut bien comprendre que les parties, elles sont menées, elles fonctionnent avec un moteur OSR dans un fuselage narratif. Et je vous conseille vraiment, je pense que ça sera le dernier conseil de la vidéo, de reculer de quelques pas et de vous atteler à la construction d'un moteur auquel vous allez affubler peut-être 2 roues, 4 roues éventuellement pour le faire rouler, avant de tenter de reconstruire un fuselage narratif. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. J'ai vu trop de maîtres du jeu qui ont voulu assembler tous les éléments du fuselage et en réalité on avait cette fameuse coquille vide. Oubliez le fuselage un instant, sachez qu'il existe, le matériau ne va pas bouger. Construisez votre moteur, créez du jeu, créez des choix, rebondissez sur les décisions impactantes des joueurs, générez de la tension par ce jeu, affublez quelques roues pour que ça avance à ce moteur. Ce n'est pas grave si on voit les rouages du jeu au départ. Familiarisez-vous avec cette logique, cette philosophie OSR brute, et ensuite, progressivement, rajouter des éléments du fuselage narratif, mais pas tout d'un coup, pas tout de suite 50 flashbacks par partie, ce n'est pas forcément nécessaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, qu'elle vous fera réfléchir, qu'elle vous fera penser. Si c'est le cas, petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, poursuivez la discussion sur le Discord, on se fera un plaisir d'échanger.
Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous!